C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce rapport sur les violences sexuelles au Darfour. Il a été publié ce mardi par Médecins sans frontières. Les centres de soins gérés par l'ONG ont reçu près de 3400 victimes de violences sexuelles en 2 ans. Leur constat est grave. Les femmes et les fillettes du Darfour sont en danger. Interview de Myriam Laroussi, coordinatrice des urgences de MSF, dans un instant. La République démocratique du Congo sera-t-elle qualifiée à la Coupe du monde de football de juin prochain, plus que quelques heures avant d'être fixée sur le sort des Léopards? Ils rencontrent la Jamaïque à Guadalajara au Mexique. À Kinshasa, les supporters retiennent leur souffle. Les détails à suivre. Et puis les conséquences des déguerpissements en Côte d'Ivoire. On vous emmènera dans la commune d'Anyama, près d'Abidjan, où la population n'a plus d'eau courante depuis plusieurs mois. Reportage à la fin de ce journal. Les femmes et les filles du Darfour sont en danger. C'est le constat de Médecins sans frontières. L'ONG a publié ce mardi un rapport sur les violences sexuelles dans cette région soudanaise, quasi entièrement sous le contrôle des forces de soutien rapide. Les centres de soins gérés par MSF ont reçu près de 3400 victimes de violences sexuelles en 2 ans. Notre correspondant régional, Bastien Renouille, a rencontré Myriam Laroussi, coordinatrice des urgences de MSF. Elle était sur place au Darfour lorsque la ville d'El Fasher est tombée entre les mains des FSR, entraînant un déplacement massif de population. Écoutez son interview. Pour vous donner un exemple, les femmes ont tendance à chercher l'accès à la contraception au Soudan, tout simplement parce qu'elles ont peur d'être violées. Elles savent que c'est quelque chose qui va arriver forcément. On parle d'à peu près 90% des femmes qui ont déjà été violées en quittant El Fasher vers Tawila. Je peux vous parler d'une femme qui avait peut-être mon âge, la quarantaine, et qui quittait El Fasher vers Tawila avec ses enfants. Les soldats de RSF étaient là, ils sont arrivés, ils les ont entourés et le message était clair. Soit elle laissait les soldats violer ses filles, soit ils se faisaient tous tuer. Et cette femme me racontait comme elle était absolument immobile, incapable de crier, incapable de dire un mot, incapable de faire un geste pour essayer de protéger vraiment ses filles, qui se sont faites violer devant elle, devant le reste de la famille, par plusieurs personnes de manière répétitive et avec des armes face à elle. Dans le conflit au Darfour, on sait il y a une composante ethnique aussi, entre tribus arabes et tribus africaines. Est-ce que toutes les femmes risquent d'être victimes d'agressions sexuelles ou est-ce que l'un de ces groupes est particulièrement visé du fait du conflit? Mm. C'est clair que les tribus qui sont plus africaines sont beaucoup plus à risque. Il y a vraiment une volonté claire de la part de RSF de pouvoir punir ces femmes. Elles sont considérées non pas comme des civils, mais comme des parties prenantes au conflit. Il y a un désir aussi de, au maximum, brutaliser le groupe qu'elles représentent. Et le viol est une arme idéale pour eux pour atteindre cet objectif. Est-ce que quelque chose peut être fait pour les aider, ces femmes, pour éviter ces agressions? Ou est-ce que c'est inéluctable à l'heure actuelle et il n'y a rien qui puisse être mis en place pour les aider? Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment de cette protection des civils, de pouvoir se dire que cette population, quand ils sont en mouvement, qui veulent aller vers un endroit plus sécurisé pour eux, ils doivent être protégés. Ils doivent être protégés par les parties prenantes au conflit. Et c'est important aussi que la communauté internationale appuie dans ce sens. Aujourd'hui, personne ne se sent responsable, personne ne prend la responsabilité de ce qui se passe au Darfour, que ce soit la violence sexuelle en soi ou le fait que les civils ne soient absolument pas protégés. Mais donc oui, il y a quelque chose à faire. Ce rapport est là pour ça. On a monté ce rapport aussi de manière à ce que ce soit un outil fort pour que les différentes parties prenantes, que ce soit diplomatique, Nations Unies ou autres, puissent avoir plus d'informations, plus de chiffres sur ce qu'on veut défendre. Au Tchad, plus de 60 000 réfugiés centrafricains ont émis le souhait de rentrer chez eux selon le HCR. La dernière guerre civile dans leur pays remonte à 2014. La situation
dans le pays reste instable. Mais le Tchad, la Centrafrique et le Haut-Commissariat aux réfugiés sont arrivés à un accord sur les modalités de leur retour. La correspondance d'Harold Girard à N'Djamena. Un retour collectif volontaire sans souci majeur. C'est en tout cas l'analyse du Haut-Commissariat aux réfugiés qui ne voit pas de soucis logistiques d'ampleur dans le rapatriement de plus de 60 000 réfugiés centrafricains des provinces du sud tchadien vers leur pays. Ici au Tchad, il y a plus de 135 000 réfugiés centrafricains qui ont fui les guerres, les crises dans leur pays, dont celle de 2014, la dernière, considérée aujourd'hui comme l'une des plus meurtrières de l'histoire du pays. Ici, le HCR vient en appui d'un accord signé entre le Tchad et la Centrafrique quant au rapatriement justement de ces réfugiés. Normalement, quand ils arrivent là-bas, il y a les mesures d'accompagnement que le HCR toujours fait à ces réfugiés. Parce que ceux qui sont venus ici, pendant très longtemps, il y en a qui sont dans l'agriculture, il y en a qui sont dans d'autres choses qu'ils font, dans même le travail, les enseignants au niveau du Tchad et tout ça. Donc, la question, c'est de s'assurer qu'une fois qu'ils retournent au pays, ils trouvent que tout ce qu'ils continuent à faire ici, ils puissent le continuer là-bas. Ce n'est pas tout ce qu'ils ont besoin, mais quand même, ça arrive à les pousser de rester là-bas et mener une vie presque la même vie qu'ils menaient ici au Tchad. Malgré plusieurs périodes d'affrontement l'année dernière, les autorités centrafricaines, elles, veulent rassurer leurs ressortissants vivant au Tchad quant à leur rapatriement, en insistant sur la signature de plusieurs accords de paix en 2025 entre le gouvernement centrafricain et plusieurs groupes rebelles. C'est un match crucial pour la République démocratique du Congo l'heure de la finale du barrage intercontinental. Les Léopards affrontent la Jamaïque. L'enjeu est de taille, une qualification pour la Coupe du monde de football 2026, une première depuis la participation du pays en 1974. Léo Péchard. Dernier entraînement avant le jour J pour les Congolais. La plupart des joueurs ne veulent qu'une chose, battre la Jamaïque et mettre fin à 52 ans d'attente depuis la dernière participation du pays en Coupe du Monde en 1974. Favoris, les Léopards se disent confiants malgré l'enjeu. C'est inimaginable, car la dernière fois que nous avons participé à la Coupe du Monde, mon père devait avoir 5 ans, je crois. Alors oui, c'est incroyable, nous sommes prêts et j'espère que nous vivrons quelque chose d'extraordinaire. Nous allons jouer ce match avec détermination et montrer que nous méritons notre place en Coupe du Monde. Mais la Jamaïque n'a pas dit son dernier mot. Ceux que l'on surnomme les Reggae Boys se sont mis en confiance lors de la demi-finale des barrages en battant la Nouvelle-Calédonie 1-0. Ils ont eux aussi une seule participation au compteur en Coupe du Monde. C'était en 1998 en France. Une première à l'époque pour une nation caribéenne. L'entraîneur jamaïcain compte bien réitérer l'exploit. À l'heure actuelle, oui, c'est le match le plus important. La Jamaïque a de l'espoir et nous devons lui donner une raison de sourire. C'est notre objectif. Le vainqueur du match décrochera une place dans le groupe K aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, on continue avec le football. Au Ghana, on procède au dernier réglage avant la Coupe du Monde et pas des moindres. Otto Addo, l'entraîneur des Black Stars, a été mis sur la touche après une défaite contre l'Allemagne en amical à 10 semaines de la compétition. Le Sénégal est paralysé par une grève, un mouvement à l'appel de 14 syndicats de transport privé. Ces derniers contrôlent plus de la majorité des flux. En désaccord avec le gouvernement depuis plusieurs semaines, ils ont décidé de passer à l'action. Ils dénoncent un harcèlement et une corruption persistante sur les routes du pays et une volonté du gouvernement de leur imposer des mesures sans concertation. C'est réquisitoire en Côte d'Ivoire. La prison à perpétuité a été requise à l'encontre de 5 hommes accusés d'avoir mené une attaque djihadiste causant la mort de 14 soldats ivoiriens sur un poste frontière dans le nord-est du pays en 2020. Sur les 14 prévenus jugés dans cette affaire, le représentant du ministère public a également demandé 20 ans d'emprisonnement pour 26 d'entre eux ayant joué, selon lui, un rôle secondaire dans cette attaque. Et puis on reste en Côte d'Ivoire pour parler des conséquences des déguerpissements, ces opérations d'expulsion principalement menées en 2024 dans des quartiers précaires
continue d'affecter les populations. Dans la commune d'Anyama, en périphérie d'Abidjan, certains quartiers n'ont plus d'eau courante depuis plusieurs mois. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. La scène se répète inlassablement dans ce quartier d'Anyama, à la périphérie d'Abidjan. Des femmes attendent pendant plusieurs heures pour pouvoir se ravitailler en eau potable auprès de ce camion-citerne. Il n'y a pas l'eau à l'ancienne gendarmerie, nous sommes fatigués. Surtout moi, les carèmes, la même. Ils viennent que 2 fois par semaine. Pour nous, ce n'est pas assez. Une situation due à un réseau mal développé. D'après la mairie, la population d'Anyama a été multipliée par 2 depuis 2024 à la suite des opérations de déguerpissement conduites à Abidjan. 30 000 personnes avaient alors été affectées par la destruction de leur quartier, dont la majorité sont proches d'Anyama. La commune d'Anyama connaît une situation donc, de pénurie d'eau générale. Et cela est dû donc, à des populations qui ont été déguerpies dans certains quartiers du district d'Abidjan, dû donc à des projets structurants, notamment la construction de certains ponts qui ont vu une forte migration donc, de ces populations dans notre commune. La municipalité naturellement appelle à l'aide. Si le passage des camions-citernes soulage, cette pénurie a un coût pour les populations qui se tournent vers l'achat d'eau issue de forage. On est obligé de venir ici chaque jour et là ça nous coûte cher parce que ici 10 bidons il fait 1500. Donc comme ça, dans la semaine, on peut utiliser plus de 50 bidons. Ce père de famille qui vit avec 7 personnes à charge dépense environ 35 000 francs CFA, soit 53 € par semaine pour leurs besoins en eau. Une somme exorbitante pour de nombreuses familles de cette commune populaire, alors que le salaire mensuel minimum est fixé à 75 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Avant, l'eau venait peu. On recevait 1 fois par semaine. Mais maintenant, ça fait presque 2 mois, l'eau ne vient plus. J'ai acheté ça, c'est ce que nous buvons. Parce que l'eau que nous puisons, nous allons recueillir dehors, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, comment c'est traité. Des travaux sont actuellement en cours pour renforcer le réseau d'Anyama, mais d'après la mairie, ce qui a été prévu ne devrait pas suffire pour répondre à la demande actuelle. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.